Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurore Lalucq. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, députée européenne, candidate aux élections européennes sur la liste commune entre le Parti socialiste et Place publique. Sondage qui date d'hier, Elab pour les Échos. Le camp Macron est sanctionné par l'opinion sur le déficit et la dette. On en parle beaucoup. Le chef de l'État qui perd 2 points de code de confiance et même 5 points pour Bruno Le Maire. Le dérapage de nos comptes publics, ce qu'il faut lire en creux, c'est que ça inquiète les Français. Oui, ça inquiète. Et puis c'est surtout aussi un double langage. C'est-à-dire que Bruno Le Maire parle un peu comme s'il n'était pas au pouvoir depuis 7 ans. Il a fait de la question des déficits et de la dette publique quelque chose d'identitaire, tout comme ça, la relation aux impôts, finalement. Et là, il a joué l'image du sérieux pendant des années en nous disant c'est très important, la tenue des comptes publics, etc. Et moi, je suis persuadée que c'est très important. L'argent public, on ne fait pas n'importe quoi avec. Sauf que la réalité, c'est que on se retrouve dans une situation qui n'est pas désastreuse. La signature de la France est une signature forte, il ne faut pas raconter n'importe quoi non plus, mais qui n'est pas normale. Et à un moment, il va falloir que ce gouvernement fasse un peu montre de pragmatisme. Ils sont très idéologues et très identitaires sur la question notamment des recettes, c'est-à-dire des impôts. On va en parler. Pour vous, la crédibilité économique d'Emmanuel Macron, elle est altérée sur cette question de la bonne gestion de nos deniers publics? Elle est altérée sur ce sujet-là. Quand les Français, quoi qu'il en coûte, les Français ont applaudi quand il a fallu aider les entreprises pendant le Covid. Il fallait le faire. Aider les Français sur l'électricité, sur le gaz. Non, mais il n'y a pas de sujet. Quoi qu'il en coûte, il fallait le faire. Soutenir le tissu économique pour que l'économie ne s'effondre pas au moment du Covid, il fallait le faire. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut aussi re-rentrer à un moment dans une sorte de normalité au niveau des comptes publics. Les autres pays européens l'ont fait. Et en fait, nous qui n'arrêtons pas de dire matin, midi et soir que la dette est très importante, les déficits, etc., il faut savoir les tenir. On est l'un des plus mauvais élèves. On est l'un des plus mauvais élèves. Donc à un moment, il faut que ce gouvernement soit en capacité de se regarder un peu dans la glace et de se dire qu'est-ce qu'on a mal fait. Ils sont censés défendre une espèce de ligne pragmatique. Moi, j'aimerais bien la voir, cette ligne pragmatique, un jour en action. Est-ce que le président doit, coûte que coûte, tenir ces 3% de déficit public en 2027 ou est-ce qu'il faut peut-être s'asseoir sur cet engagement ou le reporter un peu dans le temps? Il faut s'y accrocher avec des économies sur la dépense, des recettes en plus d'impôts, où il faut... La réalité, c'est que, comment dire, les objectifs de dette et de déficit public au niveau européen n'ont jamais été vraiment tenus. Et d'un point de vue économique, c'est un peu une aberration parce qu'on a besoin de jouer avec le budget en fonction de l'état de l'économie. Notamment pour investir. Notamment pour investir. Et les transition investissements... écologique. Défense. Industrie, intelligence artificielle qu'on a complètement laissé tomber au niveau européen, transition écologique, parce qu'aujourd'hui, la chaîne de valeur sur les questions de transition écologique, elle est détenue à 60% par la Chine. De l'autre côté, il y a le plan de relance américain qui est extrêmement fort. Tous ces milliards, ça confirme qu'on n'a pas les moyens de retourner vers 3%. Il faudra faire un choix entre la transition et les comptes publics. On n'a pas besoin, parce qu'en fait, l'argent, il y en a. Il y en a de l'argent. C'est ça, en fait, la chance. On le prend où l'argent? C'est ça la question. À un moment, il va falloir se décider à prendre l'argent là où il est. On se retrouve dans une situation au niveau européen où les milliardaires ne sont quasiment plus taxés, où il y a des super profits. Et en fait, il y a énormément d'argent. Il faut juste à un moment avoir le courage politique d'aller le prendre pour pouvoir investir. D'autant que dans ce même sondage est là pour les Échos, montre que la taxation des plus aisés et des super profits, les entreprises, faut-il définir ce qu'est un super profit, remportent une large adhésion des Français. 80% y sont favorables, y compris dans l'électorat macroniste. Les Français le veulent, mais pas le gouvernement. Pourquoi? Les Européens le veulent aussi. La taxation des super profits, d'ailleurs, on l'a fait au niveau européen. Pendant que Bruno Le Maire nous disait, bon, on ne sait pas ce que c'est qu'un super profit, etc. On avait envie de lui dire... On taxe qui en super profit? Ouvrez que Bruno Le Maire, à un moment, regarde la législation française. Et alors? On l'a fait pendant la Première Guerre mondiale. En fait, à chaque moment de guerre, on utilise la taxation des super profits tout le temps. C'est vraiment quelque chose de très très commun. Et on a une définition très simple sur la taxation des super profits. En fait, on regarde ce qui a été fait, par exemple, sur une période, disons, entre 2016, 2018 ou 2018, 2019. On regarde les profits et on voit s'il y a une évolution anormale, une évolution qui n'est pas liée. C'est une évolution qui n'est pas liée, par exemple, à des gains de productivité, à une innovation. C'est un moment où on voit que ces super profits sont liés à quelque chose qui est... Au cours de l'énergie. Et oui, au cours de l'énergie et à la guerre. Vous savez que tout est retombé. Le prix d'électricité, du gaz, tout est retombé. Donc taxer maintenant les super profits, c'est trop tard puisque
le prix de l'électricité, du gaz sur le marché de gros est déjà revenu. Il nous faut une taxation, il nous faut un mécanisme permanent sur la taxation des superprofits au niveau européen. Aujourd'hui, on taxerait qui? Pas que dans l'énergie, d'ailleurs. Aussi du côté pharmaceutique. Mais ça, en fait, c'est assez simple, en fait. Hein. Total doit être taxé. Ouais. Je veux dire, Total, c'est pas possible que la taxation sur les superprofits de Total rapporte que 200 millions. C'est impossible. Hein. Dans les calculs qu'on avait fait côté européen, on savait que normalement la taxation des superprofits en France devait rapporter à minima 1,5 milliard. À minima. Sur l'ensemble sur ce qu'on avait sur les énergéticiens. Normalement, on devait 1,5 avoir... Et on est à 200 millions. Donc il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a eu des trous dans la raquette, dans la transposition. Il y a 1 milliard d'écart. Le compte n'y est pas quand on a 150 milliards de déficit public. On était entre 1,5 milliard et 4,5 milliards. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ensuite, il y a la question des dividendes. Est-ce qu'il va falloir les taxer ou pas? Parce qu'ils ne sont pas assez taxés. Et c'est un sujet qui est français, c'est un sujet qui est européen. C'est-à-dire que quand j'entends le gouvernement dire il faut que le travail paye, je suis entièrement d'accord, il faut que le travail paye. Il faut que le travail paye. Sauf que partout en Europe, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les dividendes sont moins taxés que le travail. Et c'est vrai dans tous les États membres. Hein. C'est un fait européen aujourd'hui. Donc il faut remettre de l'ordre dans la fiscalité. C'est pas qu'un sujet français. C'est une erreur que les dividendes soient moins taxés que les salaires. Oui, il faut que le travail paye. C'est le cas dans tous les pays? Dans tous les États membres. Vous pouvez prendre la Suède, la Grèce, comment s'écarter de justement ce que fait tout le monde? Eh bien, il va falloir faire ça au niveau européen. Ah, au niveau européen. C'est pour ça qu'on a fait la taxation minimale, par exemple, sur les multinationales au niveau européen. J'ai eu la chance d'être rapportrice sur ce sujet pour pouvoir avoir une harmonisation fiscale et qu'il n'y ait pas de concurrence entre les États membres. Il faut qu'on fasse la même chose maintenant. On a fait ça. Il y a une majorité pour ça, pour aboutir à une taxation des superprofits? Sur la taxation des superprofits, on l'a fait au niveau européen pendant l'invasion, au tout début de l'invasion. Et surtout sur l'alignement ou mettre une taxation, une fiscalité sur les dividendes supérieure au travail. Ça, vous avez aussi une majorité en Europe pour ça? Une majorité, ça se crée. Quand on a commencé à travailler sur la taxation minimale des multinationales, on nous a dit ce sera impossible. Jamais vous n'y arriverez. Moi, mon rapport sur le sujet au Parlement européen a été voté à l'unanimité. C'est 15% le taux minimal? C'est 15% minimum. On est à 25% d'IS en France. Donc Oui, mais c'est 15% effectif. C'est-à-dire que vous avez en fiscalité le taux qui est affiché et ce que vous arrivez à ne pas payer grâce à une batterie d'avocats fiscalistes. Là, c'est 15%, quoi qu'il arrive. Vous êtes obligé, c'est effectif. Donc ça, on nous disait, mais ce ne sera jamais possible, il n'y aura jamais de majorité, etc. On l'a fait. La taxation des superprofits au niveau européen, même chose. On l'a fait. Maintenant qu'on a réussi à réparer un peu la fiscalité. Mais ça rapporte 200 millions. En France. Mais ça rapportait plus, par exemple, en Espagne. Combien? On est autour de plusieurs milliards en Espagne, 4-5 si ma mémoire est bonne. Maintenant qu'on a commencé à réparer la fiscalité sur la question des entreprises, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'injustice fiscale, hein, parce qu'on a des grandes entreprises en fait, qui arrivent à échapper à l'impôt, puis la PME du coin, eh ben elle doit payer ses impôts comme tout le monde. Donc on a essayé de réparer cette injustice fiscale entre les entreprises. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire la même chose entre les individus parce qu'on se retrouve exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, les très très riches arrivent à échapper de manière totalement légale, souvent, à l'impôt. J'en parlais avec l'économiste Patrick Artus, qui me disait que la taxation des riches ne rapporterait pas des dizaines de milliards et ne serait pas suffisant pour apurer nos comptes publics. Mais ce n'est pas la mesure miracle. Mais c'est une mesure. Quand on regarde la taxation, par exemple, des ultra-riches au niveau européen... C'est quoi ultra-riche? Si on prend les milliardaires et les multimillionnaires, en fonction du taux, on peut avoir comme recette entre 56 et 200 milliards. C'est pas rien. Au niveau européen? Au niveau européen, c'est pas rien. Et combien en France? En France, on peut tourner, même chose, en fonction du taux, on peut arriver autour de dizaines de milliards. Mais c'est pas rien quand on additionne les choses, quand on additionne une fiscalité sur les dividendes, même à 1%, quand on additionne la fiscalité sur les superprofits, la fiscalité sur les ultra-riches, eh bien, mine de rien, au bout d'un moment, on arrive à avoir les milliards qui nous manquent actuellement. Et puis, je vais vous dire, c'est aussi un enjeu démocratique. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas se retrouver dans une situation où les gens qui ont 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois les moyens de payer leurs impôts arrivent à y échapper. Et s'ils s'en vont après ces gens-là? Parce qu'ils peuvent se dire, bon, moi j'en ai marre, je quitte la France, je vais ailleurs. C'est pour ça qu'on veut le faire au niveau européen. En fait, c'est pour ça qu'on veut le faire au niveau européen. Mais comme, même chose, quand on a fait avec l'OCDE l'accord international minimal sur les multinationales, on avait fait cet accord au niveau international pour se dire comme ça, il n'y a pas de possibilité. Ça sera encore plus difficile au niveau des personnes physiques, à mon avis, d'avoir un accord au niveau européen. Je m'avance peut-être un petit peu. Non, mais en fait, il y a deux choses. C'est que le débat avance beaucoup plus vite aujourd'hui
que sur les multinationales. Quand on a commencé à travailler sur la taxation des multinationales, ça a mis sincèrement des dizaines d'années. Sur la question des ultra-riches, je ne pensais pas qu'on pourrait avancer à ce point-là. Ça avance très vite dans le débat public. Le Financial Times, récemment, au mois de février, disait « il faut taxer les ultra-riches ». Et son chroniqueur, d'ailleurs financé sur les mots suivants, il disait « vous pouvez... si vous voulez, dites que je suis jaloux, ce que vous voulez, etc. Je m'en fous. Vous pouvez me mettre sur la tête n'importe quelle analyse psychologique. N'empêche qu'à un moment, la question demeure, est-ce que pour la société, il est bénéfique de taxer les ultra-riches ou pas? Et la réponse, elle est oui. Ensuite, au niveau européen, nous avons fait une initiative citoyenne européenne, avec d'ailleurs des millionnaires qui veulent être taxés, dont l'héritière de BASF. Comment ça fonctionne? En gros, il faut des signatures. Il faut des signatures. On met 1 million? 1 million, exactement. Et là, il se passe quoi quand on a 1 million de... Eh bien, la Commission européenne doit revenir vers nous avec une proposition dans le domaine de la taxation des ultra-riches pour financer la transition écologique. J'ai fait un bout du chemin. C'est peut-être 200 000 non? On a fait un bout du chemin, on est à 160 000. Donc, un bout du chemin, il nous reste... Le jour où vous arrivez à 1 million de signataires en Europe, la Commission est dans l'obligation de... Elle doit nous faire une proposition dans le domaine de la taxation des ultra-riches. Voilà, donc on voit que le débat bouge beaucoup plus vite que prévu. Les économistes, même mainstream, enfin, M. Pisani-Ferry, qui était plutôt proche d'Emmanuel Macron, est en faveur d'une taxation, même à un niveau plus bas que ce qu'on propose. Il est pour un ISF vert. Olivier Blanchard... Sur leur patrimoine. Oui, sur leur patrimoine. Le patrimoine des milliardaires et des multimillionnaires. Exactement. Olivier Blanchard, ancien du Fonds monétaire international, même chose, il est en faveur d'une taxation sur les ultra-riches. Ça a été discuté au G20 il y a 2-3 semaines de cela. Et puis on voit que dans l'opinion publique, en France comme en Europe, il y a une demande d'intervention sur le sujet des inégalités et sur la question de la fiscalité. Aux États-Unis, un milliardaire, il y a une pression fiscale qui n'a rien à voir avec celle qui existe en France. Pression obligatoire en France. Qui est, on est quasiment des champions, quoi, des prélèvements obligatoires. En fait, on est les champions dans ce qui est affiché. Mais quand on regarde la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui paye réellement, la situation, c'est très drôle. Elle est pareille, enfin c'est très drôle. Elle est pareille en tous les pays, quasiment, aux États-Unis comme dans les États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à attraper, d'un point de vue fiscal, une partie de la richesse des ultra-riches qui arrivent en fait à échapper à l'impôt et on arrive à des taux de taxation très indécents parce que quasi inexistants. Or, la Luc, Bruno Le Maire, c'était hier, il appelle à montrer les dents, il appelle l'Europe à montrer les dents pour protéger son économie. Le temps de la mondialisation heureuse est fini. Il parle de mondialisation de rivalité. Oui, enfin, c'est pas une question de comment dire, c'est pas une question de rivalité, c'est que les blocs se sont reformés. Est-ce qu'ils ont déjà disparu? Je ne pense pas. En fait, ils ont toujours été là. L'Europe, elle est sortie d'une forme de naïveté avec le Covid. On s'est rendu compte que on n'était plus en capacité de produire un certain nombre de médicaments, des masques, des gants, etc. Et puis avec, évidemment, la guerre en Ukraine. On parle maintenant d'autonomie stratégique, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est-à-dire qu'on doit redevenir un continent de producteurs. On est un continent de consommateurs et de rentiers par moment. On doit redevenir un continent de producteurs. Il faut pouvoir non seulement reparler de politique industrielle, et ça a été quelque chose dans ce mandat. On peut à nouveau parler de politique industrielle. Pendant un moment, parler de politique industrielle, c'était comme parler de la peste ou de la syphilis. Hein. Enfin, c'était exactement, les réactions étaient horribles. Maintenant, très bien, on peut en parler. Maintenant, faisons la politique industrielle pour de vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, à la fois en France et à l'échelle de l'Europe? Il nous faut un Buy European Act. En gros, il faut qu'on soit en capacité de privilégier ce qui est produit sur le sol européen. Il y a déjà des choses. Comme le font les Américains. Il y a des choses. Il y a eu des avancées avec les PIEC, etc. Il y a effectivement un balbutiement. Il faut que ça aille beaucoup plus loin maintenant. Il faut qu'on utilise la commande publique pour pouvoir reconstruire des filières de production. On fait des choix stratégiques sur la question de la santé, les pompes à chaleur, il faut qu'on les garde sur ce continent, l'éolien, faire en sorte d'être en capacité à nouveau de faire du photovoltaïque. On a perdu la bataille face aux Chinois, dis donc là. Il faut qu'on la gagne. Oui, c'est essentiel. Il faut qu'on soit en capacité de reproduire sur ce continent du photovoltaïque. Même chose sur la question des voitures hybrides et électriques. Il faut qu'on soit en capacité de les faire. Et pour ça,
n'y a pas de miracle, il faut utiliser la commande publique, c'est 16% du PIB européen pour pouvoir donner un horizon aux entrepreneurs, qu'ils soient aussi en capacité d'investir et protéger nos marchés aussi avec des... Donc la réponse, c'est la commande publique européenne. La réponse, c'est de faire exactement ce que les Américains ont fait. Les Américains, à partir du moment où ils ont décidé de faire l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui réoriente l'économie vers plus de vert, disons, ben, ils ont utilisé les crédits d'impôt, les subventions, une bonne dose de protectionnisme, et ils font quoi? Ils privilégient le marché américain et nord-américain. Et bien nous, en fait, on doit faire exactement la même chose. Et ce n'est pas être en affrontement avec les Américains que de faire ça. C'est juste défendre notre autonomie stratégique et nos capacités de production sur ce continent. C'est essentiel parce que la désindustrialisation, c'est un drame. C'est un drame pour les territoires, c'est un drame social et c'est un drame économique. On voit de plus en plus d'usines qui rouvrent. Le solde entre les fermetures et l'ouverture d'usines en France, on a eu le chiffre il y a très peu de temps, était plutôt positif. Là, ça commence à s'améliorer, mais même chose, la tendance dans tous les États membres, c'est en fait d'avoir une part de l'industrie dans la valeur ajoutée qui a tendance à se réduire. Donc il faut vraiment qu'on mette le paquet, je le répète, 60% de la chaîne de valeur sur tout ce qui est technologie verte est aujourd'hui détenue par la Chine. Exactement. Et pour des raisons économiques, mais aussi politiques. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de produire sur ce continent et de faire aussi notre énergie. Comment est-ce qu'on renforce l'indépendance énergétique de l'Europe? C'est bien de mettre des panneaux photovoltaïques, mais s'ils viennent de Chine, exactement. Dans quelle mesure on est autonome? Non, c'est pour ça qu'il nous faut une cohérence totale sur nos politiques, d'où la nécessité encore d'avoir ce Buy European Act, la nécessité aussi d'avoir un plan d'électrification massif sur ce continent. On ne parle jamais du réseau électrique. Par exemple, c'est un sujet, le réseau électrique. On ne peut pas tout électrifier sans avoir un bon réseau électrique. Donc, il va falloir le faire. Des milliards d'investissements, des dizaines et centaines de milliards. Des centaines. En fait, on est sur des centaines de milliards. Et ça, c'est payé par qui? C'est là où... C'est l'Europe? C'est là où il va falloir un budget européen. Il va nous falloir trouver... Il y a toute une partie, si vous voulez, qui sera rentable. Et ce sera le rôle de la finance privée, de financer ce qui est rentable. La finance privée ne peut pas financer ce qui n'est pas rentable à court terme. C'est juste pas son rôle. Et c'est pour ça qu'il nous faudra de l'argent public et qu'il nous faudra un vrai budget européen, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et là, je suis navrée, mais le rôle de la fiscalité redevient essentiel. Or, la Luc, mi-mars, Valérie Hayek, qui est la tête de liste de la majorité présidentielle aux élections européennes, soulignait des différences majeures avec Raphaël Glucksmann, notamment sur l'énergie et l'économie, malgré 80% de votes communs au Parlement. Comment on explique ça là? Qu'est-ce qui vous différencie dans le fond, en économie notamment, avec le camp présidentiel? Alors c'est marrant, j'ai l'impression que Raphaël Glucksmann est une espèce de thermomètre de cohérence sur les questions européennes. À un moment, la France Insoumise nous dit qu'ils sont à 80% pareil que nous, puis finalement pas du tout. Et même chose du côté de Valérie Hayek, où elle nous disait qu'on était à 90% pareil qu'elle et qu'on devrait siéger chez Renaissance, et puis que finalement, Raphaël était un affreux gauchiste, parce qu'il voulait taxer les ultra-riches. La différence sur les questions économiques et sociales, sur les questions sociales, c'est la question de la fiscalité qui nous sépare. Nous, on est pour un retour à une forme de normalité fiscale, en fait. C'est-à-dire que chacun paie sa part. C'est juste ça qu'on demande. Vous assumez en tout cas de surtaxer les ultra-riches. C'est ce qui vous différencie. Mais en fait, on assume de les taxer parce qu'ils ne sont plus taxés. Et en fait, on assume juste le fait que chacun doit payer sa juste part. Enfin, c'est pas normal que les classes moyennes aujourd'hui soient plus taxées que les ultra-riches. Voilà, que leur taux de taxation soit plus important. On a des chiffres là-dessus? Oui, on a des chiffres. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez l'ensemble quasiment des classes, on est autour, et c'est pareil, c'est dans chaque État membre, le taux de taxation va vaciller autour de 40 à 50% si on prend tout en compte. C'est-à-dire cotisation. Exactement. Quand on arrive aux 1% les plus riches, on est sur 20-25. Et après, sur la question du revenu, alors là, c'est abyssal. On voit que ça décroît, mais totalement. C'est-à-dire qu'on n'arrive vraiment plus à attraper. Donc ça, c'est une différence. Ensuite, nous, je crois qu'on est tout à fait pro-européen avec Raphaël. C'est-à-dire que quand on va défendre des mesures, on va défendre des mesures qui sont pro-européennes. La Renaissance aussi. Renaissance, sur la question par exemple du rapatriement des chambres de compensation ou ce genre de choses, ils n'ont pas défendu l'intérêt de l'Europe. Ils ont défendu l'intérêt de certains acteurs français, je serais tentée de dire. Ce qui est dommage, parce que rapatrier le clearing et la compensation sur le continent européen, ça aurait été essentiel d'un point de vue de la stabilité financière. Et en plus, c'est une belle industrie.
Voilà, donc ça aurait été bien de faire en sorte que la place de Paris puisse un jour, qui est une belle place, avoir du clearing ou ce genre de choses. La liste Renaissance et le pouvoir macroniste a quand même une certaine capacité à défendre certains acteurs, très clairement, Uber, Netflix. Et moi, pour le coup, je suis pro-européenne et donc je préfère défendre les acteurs européens toujours, et pas uniquement certains acteurs américains. La question de l'audiovisuel, elle sera clé dans le prochain mandat, et la question de la culture et du cinéma aussi. On doit défendre nos spécificités européennes dans ce domaine et pas se laisser prendre par le business américain, par exemple. Bon, avant de se quitter, Luc, on regarde les sondages, on est encore loin de l'élection, mais quand même, sondage Harris Interactive sur ces élections européennes. Il date de mercredi, voilà, il a 48 heures, montre que le RN, le Rassemblement national, creuse l'écart avec le camp Macron, 31%, et à gauche, la liste PS Place Publique, votre liste, Raphaël Glucksmann, devant celle de Manon Aubry. Vous pensez, vous avez la conviction, vous pouvez jouer vraiment les troubles faits dans ce duel en cours entre la majorité présidentielle et l'extrême droite, ou est-ce que la troisième place, déjà, ça vous va avec aujourd'hui, vous êtes à 13%, là où Renaissance est à 17%. Non, mais nous, on va tout faire pour ne pas se laisser piéger par cette espèce de duel imposé entre Renaissance et le Rassemblement national. On a une cohérence qui est celle qu'on ne fait pas un deux poids, deux mesures sur les questions géopolitiques. On est pro-européen, on est socio, on est économique, on est pour la réglementation économique et on est pour la transition écologique. Et j'ai l'espoir, et en tout cas c'est ce qu'on va essayer de montrer pendant toute cette campagne, mais qu'en fait il y a une voie pour beaucoup d'électeurs qui se reconnaissent dans ce discours où il n'y a pas besoin de choisir entre être social et pro-européen, il y a tout, voilà. Et ensuite, oui, on va faire en sorte de ne pas se laisser imposer ce match qui ne fait pas du bien à la démocratie et montrer en quoi le Rassemblement national, ce sont des nationalistes de pacotille. Parce que la réalité, c'est qu'ils ont défendu la Russie de Poutine pendant tout un mandat. La réalité, c'est qu'ils nous ont mis dans cette situation qui est celle de dépendance du gaz de Poutine, là aussi, et qui a créé cette situation inflationniste, délétère pour l'économie européenne, délétère aussi d'un point de vue social. Donc on va montrer ce que ces gens, finalement, n'ont strictement rien fait pendant ce mandat-là. Bardella, moi, je l'ai vu bien plus à la cantine ou à la salle de sport, manifestement, que dans l'hémicycle, en train de travailler et de mouiller la chemise. Vous-même députée européenne. Voilà, de mouiller la chemise pour trouver des solutions, justement, au moment où il y avait la crise inflationniste, pour trouver de l'énergie pour les entreprises. Ils étaient où ? Je veux dire, il n'y a pas d'amendement, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de proposition, il n'y a strictement rien. Donc on va essayer aussi de démontrer que ces gens sont une imposture et qu'ils, finalement, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est la question migratoire, et qu'ils jouent sur les peurs et des difficultés sociales des Français pour asseoir leur obsession migratoire, mais que finalement, ce sont des gens qui n'ont rien fait et qui se jouent en fait de ce que vivent les Français. Cette troisième place, vous signez dès maintenant pour finir en troisième position ou vous espérez mieux ? Nous, on va tout faire pour avoir le meilleur score possible, pour justement faire en sorte qu'il y ait le moins possible de parlementaires RN au Parlement européen, parce que ce sont des gens qui ne font rien. Voilà, donc on va se battre pour avoir le meilleur score possible. Allez, merci à vous pour cet entretien. Aurore Lalucq, députée européenne, candidate aux élections européennes, on l'a compris, sur la liste commune, Parti socialiste, Place Publique, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.